Des résultats. La très attendue publication des LVMH, c'est ce soir après bourse, Léo. Oui, après un premier trimestre dans le rouge, les investisseurs ne s'attendent pas à un retournement de situation. Le consensus de Reuters mise sur une baisse de 3% des ventes sur cette première moitié d'année, Pauline Tadevin. Ce que les analystes vont regarder d'abord ce soir, ce sont les ventes de la division mode et maroquinerie qui tirent d'ordinaire le chiffre d'affaires du groupe avec Louis Vuitton et Dior. Le consensus s'attend à une baisse de 7% selon Luca Solca de chez Bernstein. Moins 5%, ce serait très positif. Moins 9%, très négatif. L'incertitude autour des droits de douane à l'entrée des États-Unis joue forcément. C'est le premier marché pour LVMH avec près de 25% du chiffre d'affaires l'an dernier. Bernard Arnault vient de nommer la balance de ses proches Michael Burke. Autre grosse incertitude, le marché chinois toujours embourbé dans la crise. Et puis le Japon qui faisait figure de soupape en Asie montre lui aussi des signes de ralentissement. LVMH doit également composer avec les nouvelles attentes des consommateurs en termes de prix ou d'expérience client. Comme d'autres concurrents, le géant du luxe a nommé de nouveaux directeurs artistiques à la tête de ses maisons phares pour relancer la création et le désir. Mais il faut du temps pour voir si les ventes redécollent ou pas en boutique. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette étude de Morgan Stanley, qui bien sûr n'est pas n'importe qui, sur la volatilité extrême des actions cotées en bourse? Il s'agit d'une recherche qui a été menée par Michael Mauboussin, qui est un stratège très respecté chez Morgan Stanley, et il a appelé ça The Agony and the Ecstasy. Pourquoi ? Parce que ce qui découle un petit peu de cette étude, c'est que même toutes les actions comme Microsoft, qui pour moi est la meilleure action du monde, qui font que monter, qui sont sur des ATH, eh bien ce sont des actions qui tôt ou tard ont connu et connaîtront peut-être même encore de la volatilité extrême, c'est-à-dire des baisses de moins 30, même moins 50 et même plus, ça va jusqu'à moins 80% dans cette étude. Et pour autant, même les actions qui ont le plus baissé, qui ont perdu 80% de leur valeur, eh bien il y a 50% d'entre elles qui ont fini par remonter vers leurs ATH. Donc cette étude est très intéressante parce qu'elle t'explique que ce n'est pas parce qu'une action perd 30% de sa valeur ou même 50% de sa valeur que ça veut dire que sa dynamique future est terminée et qu'elle ne pourra pas remonter et même repartir sur de la croissance. Je te rappelle qu'une action comme Novo Nordisk par exemple, on aurait pu citer d'autres actions, mais Novo Nordisk particulièrement, parce que Novo Nordisk a été à un moment donné la plus grosse action du monde. Elle avait atteint un niveau de capitalisation extrêmement élevé et était passée devant beaucoup de sociétés classiques. Novo Nordisk depuis a chuté énormément. Et est-ce que pour autant ça veut dire que cette boîte est terminée ? Eh bien pas forcément, c'est-à-dire que la baisse est justifiée, il y a des problématiques, mais une fois que la problématique est corrigée et qu'elle repart sur de la croissance, et la valeur peut aussi remonter très fort et très rapidement. Donc cette étude, elle est super intéressante, elle est basée sur des grosses actions, notamment du SP500, et en analysant des milliers d'actions sur plusieurs décennies, donc souvent ça va depuis 1980, l'étude a montré un drawdown, donc la baisse maximale depuis le dernier plus haut, c'est-à-dire entre le plus haut et le plus bas d'une action individuelle, et c'est en moyenne supérieur à 50%. Alors tu vas me dire, ok le druide, ok Farid, pourquoi tu me parles de ça aujourd'hui ? Je veux simplement t'expliquer que quand tu mets en place une stratégie comme la mienne, une stratégie de buy and hold sur stock picking, eh bien faut s'attendre à avoir de la volatilité. Et ce n'est pas parce que tu as un moins 30 ou un moins 40% à un moment donné sur ton portefeuille que ça veut dire que tu es un mauvais investisseur et que ça veut dire que sur le long terme, au final, tu ne vas pas être extrêmement rentable. Et en général, la rentabilité se paye au prix aussi d'une volatilité plus importante. Les valeurs de croissance vont avoir tendance à corriger beaucoup plus fort que des valeurs bon père de famille comme Air Liquide, mais qui vont aussi beaucoup moins s'apprécier en bourse. Je sais que Air Liquide, c'est une valeur de qualité, mais si tu compares le cours de bourse et les performances en bourse de Air Liquide avec Microsoft, c'est sans commune mesure. Si tu compares même avec Accenture avant sa chute récente, c'est sans commune mesure. Alors moi, dans mon portefeuille, j'ai souvent partagé sur cette chaîne des succès. Actuellement, j'ai des actions qui sont en difficulté. Je pense à Accenture, mais je les ai achetées sur des bons niveaux. Je les ai achetées il n'y a pas si longtemps que ça. UNH aussi, mais elles ont continué de baisser pas mal depuis. Donc, je suis déjà en moins-value sur ces lignes. Donc, il y a d'autres où je suis en plus-value comme Johnson & Johnson et Procter et PepsiCo, je crois. Je t'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Mais sur ces lignes-là, je peux être aussi en grosse moins-value. Mais la plus grosse erreur que font en général les particuliers, c'est de se dire « Ah ouais, mon action elle a baissé de moins 10, moins 15%, ah ça y est, c'est le moment de renforcer ». Et en fait, ils injectent de l'argent à des moments beaucoup trop tôt parce qu'en fait, avoir un moins 10, c'est très faible sur une action et avoir un moins 20%, c'est banal. Donc,
faut pas injecter ton épargne dès que tu as une petite baisse qui pour toi peut-être est douloureuse, mais qui en réalité est très faible. Il faut l'injecter à des moments précis et des moments judicieux. Bon, je ne vais pas développer ce point dans cette vidéo, mais en tout cas, c'était le message que je voulais te passer. On constate que Apple a perdu 83% de sa valeur en max drawdown. Donc le max drawdown, c'est en fait entre le plus haut de l'action et le plus bas. En gros, c'est un espèce de crash qu'elle a subi. On a Paychex, dont j'ai souvent parlé sur la chaîne, où j'avais fait un bon gain dessus, qui a perdu 67%. Home Depot 76%, et pourtant on voit que sur la période en tout cas qui a été étudiée entre 85 et 2024, que Apple a fait en moyenne 21,6% par an de performance annuelle. Home Depot une vingtaine de pourcents aussi, Paychex aussi, donc en fait c'est des actions qui sont aux alentours de 20% de performance mais avec des drawdowns bien plus élevés que le SP500. Le SP500 lui a eu un drawdown à moins 58% et avec ici on le voit une performance moyenne de 11,8%. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait on a une prime à être capable de résister et de conserver ses actions malgré des drawdowns qui peuvent être même très élevés, puisqu'on voit ici ça va jusqu'à moins 80%. Eh bien on a une performance à l'arrivée qui va être 2 fois supérieure, presque 2 fois supérieure à celle du SP500. Alors, une des leçons que j'ai apprises de cette étude, et surtout qui m'a conforté dans mon choix, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te parler d'une nouvelle valeur qui intègre mon portefeuille. En fait, j'ai réduit mon exposition sur Realt Income parce que tu le sais, c'était ma plus grosse ligne. Donc, j'ai réduit de 3 000 € Realt Income et je les ai alloués à une nouvelle action dans mon portefeuille, et tu t'en doutes, c'est Louis Vuitton. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Mais voilà, pourquoi j'ai fait ça? Parce que la leçon qu'on peut tirer de cette étude, c'est qu'il est important d'être suffisamment diversifié. Si tu es concentré sur 5-10 actions, tu peux prendre très cher sur ton portefeuille. Un indice SP500 est diversifié sur 500 entreprises. C'est pour ça aussi que la volatilité est plus faible. Mais des actions individuelles, tu peux aller vraiment sur des baisses beaucoup plus importantes. Donc avoir une diversification, ça te permet aussi d'avoir une mesure de sécurité. Si tu as une partie de tes actions, une minorité, genre, je sais pas moi, 3 actions sur 15 qui ont cette volatilité extrême et qui n'arrivent pas à s'en remettre, eh bien, tu as tout le reste en portefeuille. Il te reste encore 10, 12 actions qui, elles, vont te faire ta performance et compenser les baisses de ces canards boiteux que tu pourras remplacer par de meilleures actions. Et moi, ce que je fais en fait sur la chaîne de trade, sur mon portefeuille type, qui est le portefeuille officiel de cette chaîne dont je te fais le suivi, eh bien, c'est d'acheter des actions qui sont sous-valorisées. Ça m'amène une marge de sécurité supplémentaire. Je te dis n'importe quoi. Admettons que le potentiel max de baisse, on ne prédit pas l'avenir, mais admettons que ce sera moins 50% sur Accenture ou sur LVMH. Alors, je ne sais plus à combien je les ai achetés, mais admettons que je les ai achetés à moins 20 ou même moins 30%. Allez, soyons fous, disons moins 30%. Ça veut dire que finalement, si je les achète à un bon prix, j'aurai un drawdown qui sera beaucoup plus faible que celui qui les a achetés au plus haut. Donc c'est pour ça que j'achète toujours des actions qui sont sous-évaluées par rapport à leur valeur réelle et aussi qui ont pas mal corrigé d'un point de vue graphique. Donc j'allie les ratios fondamentaux avec l'analyse graphique aussi pour me faire une idée de la baisse. Est-ce qu'on est proche d'une zone de support? Donc ça me permet de conjuguer 2 signaux différents, analyse technique, analyse fondamentale, qui me permettent de prendre mes décisions d'achat. Et LVMH remplit tous ces critères malgré qu'on ait des doutes sur son développement en Inde, sur sa reprise en Chine, notamment qu'il y a des contrefaçons, etc. Et sur aussi le prix tout simplement de la matière première qui peut rester élevé. Donc il y a beaucoup de doutes pour l'avenir du luxe. Mais en tout cas, sur ces différents critères, elle intègre mon portefeuille. Ça reste une ligne parmi tant d'autres pour diversifier l'ensemble et avoir le secteur du luxe quand même représenté dans ce portefeuille. C'est bien d'avoir un petit peu des secteurs différents et c'est pour ça que je l'ai prise. On a eu une semaine un petit peu entre guillemets délicate puisqu'il y a eu beaucoup de volatilité, notamment avec différentes annonces de publication de résultats, notamment sur nos positions. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une qui arrive encore bientôt. Là, je crois que c'est mardi. Donc, on va voir ça dans le suivi si j'arrive à me souvenir de quelle action c'est. Mais sinon, je vous le préciserai dans le canal. Et puis aussi, tout simplement par rapport aux indicateurs économiques, notamment il y a le taux de chômage qui a un poil augmenté. Moi, je considère que c'est une augmentation qui est extrêmement faible. Donc, pour moi, cette augmentation n'explique pas la chute des marchés. Enfin, la chute. Faut pas exagérer, on va le voir dans le sentiment de marché, plutôt la petite correction de cette semaine. On va remettre ça en perspective quand même. Mais en tout cas, c'est vrai que le taux de chômage a l'air de repartir ici, on le voit un petit peu à la hausse, même si historiquement il est relativement bas. On le voit que depuis les années 94, on est sur des niveaux bas, mais par contre on a l'impression que c'est en train de repartir un petit peu à la hausse, même si ça avait baissé depuis février-mars. Là en mars ça avait commencé à baisser, mais voilà, là ça repart un tout petit peu à la hausse, donc ça reste à surveiller pour les prochains trimestres, mais j'estime que, les prochains mois, mais j'estime que
Là, la petite augmentation qu'on vient d'avoir en juillet, qui vient d'être annoncée, pour moi, ça n'impacte rien du tout au niveau de l'économie américaine. Donc voilà, ça c'est mon point de vue en tout cas personnel. Donc ça pour moi, c'est pas une explication. En tout cas, on peut aussi voir pourquoi dans mon portefeuille type Buy and Hold, dont je vous fais un suivi sur la chaîne. D'ailleurs, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que mon assurance vie n'est pas actualisée en temps réel là. Je vous le montrerai la semaine prochaine, ce que j'ai dit, je vous fais un petit point mensuel. Je vous montrerai aussi la performance sur le long terme de ce portefeuille type que je veux construire. Mais en tout cas, pourquoi j'investis majoritairement sur les actions US, c'est pas seulement parce que justement je viens de rentrer une action française mais c'est parce que, regardez, depuis les années 60, on voit la croissance économique des États-Unis et on voit qu'elle est vraiment très très forte sur le long terme. Donc les baisses à chaque fois, c'est lors des crises, notamment de 2022 et puis bien sûr 2008, etc. Mais globalement, c'est extrêmement haussier et croissant sur le long terme. Alors ça d'ailleurs c'est pas l'économie, pardon, ça c'est la masse monétaire en circulation, donc c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de liquidités à investir sur les marchés. Par contre voilà, la croissance économique elle est là, donc en fait on a eu la chute plutôt durant le crash du Covid, c'est ce qui me semblait, je trouvais ça bizarre que ça soit que l'année 2022, donc c'était pendant le crash du Covid, la crise de 2008, donc voilà, tout ça c'est ici indiqué, mais on voit que c'est en forte croissance sur le très très long terme, et comme les indices américains, comme le SP500 qui est en forte croissance également sur le long terme, et on le voit ici, c'est très haussier. Donc là je vous avais tracé ce petit scénario, rappelez-vous, de baisse. Bon la baisse ça y est, on l'a eu. Donc là on a eu mon creux que j'avais dessiné là, et je vous parlais d'une tendance lente et régulière pour aller chercher le haut de la résistance sur jusqu'à mars 2026. J'ai aucune idée si ça va se faire, je suis pas en train de dire que c'est en train de se faire, que ça va se faire, j'en sais rien, mais pour l'instant effectivement on est dans ce scénario là. La baisse qu'on a eue cette semaine est salutaire, on pourrait même baisser encore une fois, je le rappelle, jusqu'au pivot, baisser encore un petit peu la semaine prochaine, ça me choquerait absolument pas, et j'ai envie de vous dire, ça serait même très sain pour nous, pour le swing hebdo, ça serait génial. Après, est-ce qu'on va la voir ou pas, j'en sais rien. En tout cas, voilà, on est toujours dans ce grand canal et on se rapprochait de cette résistance dangereusement qui était un potentiel maximal. Alors, un potentiel maximal, oui et non, puisque avec Cédric, on a une autre résistance oblique qui est un peu plus haute, qui laisse un peu plus de potentiel, que j'ai pas tracé là sur ce Power High Time, mais je vous le ferai pour la semaine prochaine. Mais Cédric il vous le fait lui-même, qui laisse plus de potentiel. Mais déjà pour moi il faut s'affranchir cette résistance parce que ce canal il est extrêmement pertinent. Cédric il n'en parle pas parce que je ne sais pas si il est sur une vue plus long terme, donc je pense qu'il n'a même pas fait attention. Mais faut d'abord casser cette résistance par le haut avant de l'enlever. Une fois qu'on l'enlève, ça sera la résistance de Cédric qui deviendra celle pertinente. Voilà, c'est ça que je voulais vous préciser, en tout cas c'est mon point de vue personnel. Donc tant qu'on la casse pas par le haut, on peut s'attendre à ce qu'elle finisse par casser par le haut, mais tant qu'on la casse pas par le haut, pour moi la vraie vue à surveiller pour l'instant c'est celle-ci. Le Nasdaq 100 lui par contre, vous allez voir, il a toujours pas changé, il a toujours plus de potentiel, puisque là pour le coup, alors je vous ai pas fait le tracé, je dois pas être sur le bon, je suis sur le Nasdaq, nous c'est le Nasdaq 100 qu'on va aller voir. Voilà, Nasdaq 100, on a ce grand canal qu'on peut retrouver aussi sur le SP500, c'est pour ça que je vous disais que c'est une question de comment on trace nos canaux. Là je correspond plus à celui de Cédric. Donc là on a énormément de potentiel sur les techs. Voilà, donc là on fait simplement un pullback, on a eu comme 1, 2, 3, 4, 5 semaines quasiment de hausse. Avoir une semaine de baisse c'est normal, regardez, je le rappelle, les hausses se font en montant les escaliers et les baisses se font en prenant l'ascenseur. C'est ce qu'on voit à chaque fois, regardez la grande semaine ici, c'était en avril 2024, était extrêmement baissière. Là, on a des gros chandeliers de baisse, encore un chandelier de baisse, encore un chandelier de baisse. Bref, les baisses sont toujours plus fortes que les chandeliers de hausse qui sont plus, pas forcément plus petits toujours, mais en tout cas, oui, les hausses sont un peu plus lentes et régulières. Donc voilà, tout ça c'est sain à mon sens, ça ne remet pas en cause pour l'instant la tendance. Alors on peut mettre en perspective avec tout ce qui se passe dans le monde et les problèmes qu'il y a, les tarifs de droits de douane, etc. Je rappelle que les tarifs de droits de douane ont provoqué un crash boursier ici, donc on pourrait se dire, voilà, qui sait, peut-être que ça va revenir en août et qu'on va avoir le même mouvement, c'est possible. Mais pour l'instant, moi je fais avec ce que je vois et ce qui se passe en temps réel sur les graphiques, et pour l'instant on n'est pas du tout sur une grosse correction comme on a eu ici en février. On est toujours en bull market sur les indices américains et ça c'est extrêmement positif. On va terminer maintenant avec l'indice communiste du CAC 40 avec une énorme semaine de baisse. Voilà, la grosse semaine de baisse sur le CAC 40. Je augmente un petit peu, ça fait du moins 4, moins 5%, on va dire, un peu moins sur la semaine. Mais c'est pareil, le CAC 40, quand il baisse, on a souvent des grosses barres. Regardez ici en juin 2024, regardez ici en juillet 2024, ici en septembre 2024, ici
encore en septembre 2024. Bref, donc cette barre est quand même assez importante, mais rien qui fasse paniquer. Vous voyez qu'on va même pas plus bas que le premier creux ici qu'on avait tracé. Donc voilà, on peut simplement réajuster un peu ici le scénario comme ça. Alors ça, c'est mal dessiné parce que je pense qu'on va remonter plus haut. Bref, vous avez compris l'idée, on est plutôt sur une consolidation qui peut durer encore jusqu'à la rentrée, octobre, novembre, mais on s'attend à une fin d'année quand même bullish, en tout cas on est parti pour ça. Un deuxième semestre plus positif. Quant à l'euro-dollar, je vous rappelle que j'avais tracé cette résistance oblique, on s'en est approché, on a corrigé naturellement, donc voilà, ce que j'attendais est arrivé. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va aller plus bas? Non, pas forcément, encore une fois, ça va dépendre un peu de l'économie, des annonces, de plein de choses. L'euro-dollar reflète les économies européennes et américaines. Donc bien sûr, ça s'adapte en fonction de ce qui se passe. Donc on ne prédit pas l'avenir. Par contre, c'est une zone dure, psychologique, c'est une zone de valorisation difficile. Encore une fois, elle pourrait casser et on aura un potentiel de hausse sur l'euro beaucoup plus importante de valorisation par rapport au dollar. Mais pour l'instant, on n'est pas dans ce scénario-là. Et nous, ce qu'on voit, c'est surtout qu'on est plutôt baissier aux abords de cette résistance. Donc là, on peut remonter aux abords de la résistance. Encore une fois, on peut avoir une période haussière, mais on s'attend plus à ce que ça baisse et que ça baisse. On ne sait pas les proportions. Ça peut baisser juste là comme on a eu, baisser un peu plus bas jusqu'à la zone ici. On n'en sait rien, mais en tout cas, on ne s'attend pas à casser dès maintenant cette résistance, et plutôt même une consolidation qui peut être soit une grosse correction parce qu'on repart un peu à la baisse, soit avec peu de volatilité, peu importe, mais en tout cas casser directement, on n'est pas dans ce scénario-là. Si ça arrive, bien sûr, on passera haussier sur l'euro-dollar, mais tant qu'on n'a pas cassé cette résistance, on ne peut être que baissier, entre guillemets, en tout cas baissier ou neutre. C'est ça que je veux dire. Bon, on va terminer cette vidéo hebdomadaire pour te montrer un petit peu les positions en difficulté dont je te parlais. Donc là, on est parti, on est toujours dans ce canal haussier sur l'SP500, on a déjà fait une analyse, mais c'est pour montrer que là, on fait vraiment un pullback qui est très net. Donc on reste quand même bien orienté et positif dessus. Donc je commence déjà par LVMH, puisque c'est comme l'action mise en valeur dans cette vidéo. Donc Louis Vuitton, on va pas revenir sur tout ce qui est fondamentaux, parce qu'il y a plein de gens qui ont leur avis dessus, et c'est tous des avis différents et contraires, et moi personne m'a convaincu, donc je pense que personne ne détient la vérité et ne peut prédire l'avenir tout simplement. Moi personnellement, j'ai fait le choix de faire confiance au groupe. Ça reste une ligne parmi tant d'autres, comme je l'ai expliqué en intro. C'était une intro un peu mindset, en me basant sur une étude scientifique entre guillemets faite par scientifiques de finance, je parle. Mais l'idée ici, c'est que LVMH a quand même énormément chuté. C'est justifié, il n'y a pas de souci. Mais on peut se dire aussi qu'à un moment donné, il y aura une reprise de l'activité. Alors peut-être qu'on n'ira pas sur de la nouvelle croissance. Vous voyez que LVMH, sur le très long terme, je le rappelle, est une action extrêmement haussière, puisque LVMH avait une magnifique tendance de fond. Et puis depuis qu'il y a eu l'inflation, LVMH a fortement corrigé. Voilà. Mais il y a un moment donné où LVMH peut aussi repartir. Alors je ne dis pas que... Moi, je ne vise pas en fait une nouvelle croissance, c'est-à-dire de repartir comme on était là depuis très très longtemps sur de la croissance à très long terme, mais ne serait-ce que prendre 10, 15, 20% dessus, c'est déjà génial quoi. Donc si on remonte ne serait-ce que là sur les 650, vous voyez ici, ça restera un très bon gain de prix dessus. Donc peut-être que moi j'allégerai ma ligne quand on sera là par exemple sur LVMH. Donc c'est aussi ça la gestion de portefeuille que je vais faire sur la chaîne du Druide, sur mon portefeuille assurance vie dont je te parle régulièrement. Donc là, je ne te le présente pas aujourd'hui, ce portefeuille, on en reparlera la semaine prochaine, ce qui sera complètement mis à jour. Donc je pourrais te le présenter et je te montrerai les lignes avec les moins-values pour les lignes qui sont en forte moins-value, avec transparence, parce que de toute façon, je le répète, j'étais en gain la semaine dernière, mais je le disais aussi, à un moment donné, je serai à moins 50% peut-être. Donc c'est comme ça, c'est normal, ça fait partie du jeu, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais portefeuille et qui ne va pas performer, et ça ne veut pas dire que je n'atteindrai pas mon objectif d'indépendance financière grâce à ce portefeuille. C'est juste une question d'horizon de temps, de patience, de timing. Il faut aussi être capable d'accepter les vents contraires. Et en parlant de vents contraires, on va voir ici un autre. Alors LVMH, je ne l'ai pas acheté sur ce niveau-là. Ça, c'est sur mon compte pour Lifetime qui n'a rien à voir. Sur le portefeuille du Druide, je l'ai acheté un petit peu plus bas, vers les 490 ou 487. Je ne sais pas exactement quand j'ai été exécuté parce que c'est pas actualisé. Mais je l'ai acheté plus bas. Donc j'ai encore un meilleur prix d'entrée que celui-là. Donc Accenture fait partie des grosses valeurs qui chutent. Regardez le couteau qui est en train de tomber. On avait un support ici que j'ai acheté un petit peu au-dessus parce que ça avait l'air de repartir, mais en fait il y a un autre support qui est en dessous. Donc le support qui est là, ça peut être une zone d'achat. Moi je ne vais pas renforcer, je renforce pas, j'accepte la volatilité, c'est ce que je vous ai expliqué en introduction et j'applique mes préceptes. Donc là je ne peux pas y mettre l'outil pourcentage, je voudrais voir quelle est la baisse, mais elle doit être importante. Mais vous voyez que là, tant qu'il n'y a pas plus de moins 20, moins 30%, je ne vais pas moyenner à la baisse ma position. Donc là, quand on va arriver sur cette zone de support, je pense que ça devrait tenir.
Donc je rappelle que cette action, comme UNH, alors je ne sais plus sur laquelle j'ai fait ce calcul-là, mais il y en a une des deux, ou LVMH d'ailleurs, ça se trouve, où il y a un potentiel estimé par les analystes de 30% de valorisation. Et moi, j'ai fait mes propres calculs, donc avec ma formule magique du druide, ma méthodologie que je pourrais un jour vous enseigner si vous voulez, j'ai calculé et j'ai trouvé exactement la même chose. Donc je ne sais plus sur laquelle j'ai fait, si c'était sur LVMH, Accenture ou UNH que je vais te montrer après. Je crois que c'était UNH peut-être. Bon, peu importe, en tout cas, je pense que c'est le même principe sur toutes les valeurs parce qu'elles sont toutes sous-évaluées et je pense que je dois tomber un peu sur le même objectif que les analystes et ça c'est comme positif, ça veut dire que même les analystes professionnels considèrent qu'elles sont sous-évaluées. Donc encore une fois, acheter une action sous-évaluée, elle peut être encore bien plus sous-évaluée qu'au moment où on l'achète, donc elle peut encore baisser. C'est ce qui se passe là sur Accenture et je vais te montrer UNH, c'est encore plus violent, hein. UNH c'est un vrai crash qu'on a dessus, donc UNH, donc t'as pas mon point d'entrée mais mon point d'entrée il est là, dans cette zone au niveau des 285 ou 290, en gros avant la chute de cette semaine. Je ne sais plus quand je suis rentré en fait précisément, mais c'est dans ces zones là, hein. Ça c'est sûr et certain, précisément je ne saurais pas te dire, mais tu vois quand tu regardes en mensuel, magnifique tendance haussière à très long terme, et là on est vraiment dans un gros crash, donc je suis rentré comme assez bas par rapport au crash hein, sur UNH. Bon, je ne sais plus où j'étais honnêtement, je n'ai pas envie de te mentir, mais je te montrerai avec transparence le portefeuille la semaine prochaine, pense à t'abonner hein, pour ne pas rater ça. Donc tu verras un petit peu l'évolution. En tout cas, ici, on a cette zone des 200 psychologiques, hein, des $200 et qui correspond aussi à une congestion ici à gauche qui peut-être stoppera l'hémorragie. Donc il faut tenir. C'est pour ça qu'il ne faut pas revendre à perte si on a toujours une conviction. Pour moi, les fondamentaux ne sont pas devenus mauvais du jour au lendemain sur UNH. Elle peut se reprendre encore. Donc c'est pour ça que je ne vais pas la sortir. Mais comprenez, ce que je vais vous montrer aussi, c'est que de toute façon, dans un portefeuille, vous aurez toujours buy on hold. Sur le long terme, vous aurez toujours des actions comme ça qui, à un moment donné, vont se vautrer et qui se reprendront. Et peut-être que finalement, un jour, elle sera encore plus haut que les ATH actuels. Et on se dira, bon, bah ça, c'était un épiphénomène, un petit peu comme il y a eu dans le passé hein, sur UNH. Si on remonte ici, on a vu une grosse baisse durant le Covid. Hein, ça avait énormément chuté. Et finalement, bah, derrière, hein, c'est reparti. Comme on a eu là des gros crashs, regardez ici en 2008. Donc c'était violent hein, comme baisse, hein. Ça va pas empêcher la valeur de repartir sur des ATH énormes et peut-être que là un jour ça sera complètement anecdotique, hein, pardon. Je rappelle que c'est un portefeuille long terme, je le garde au moins le 8 ans et ça se trouve dans le 8 ans quand je regarderai en arrière, UNH elle sera peut-être sur des niveaux de valorisation à 750 ou je ne sais quoi, mais en fait j'aurais pris un gain énorme dessus. Donc voilà un petit peu le principe. En tout cas, encore une fois, je te présente mon portefeuille et l'actualisation la semaine prochaine. Pense à t'abonner, à liker et à nous encourager. À très bientôt, bye bye.